Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Entretien du jour. Je reçois aujourd'hui une blogueuse, Hélène Coontz, qui est blogueuse. Elle est également membre du Parti démocrate en France, Democrats Abroad. Bonjour. Oui, tout à fait. Ok. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir que le président Obama était en Afghanistan ces jours-ci. Oui, c'est exact. Il a fait une visite éclair. Il a fait une visite pour marquer un an après le traque et la mort d'Osama Ben Laden, c'était vraiment un moment phare de son premier mandat. Il a dit lui-même d'ailleurs que c'était le jour le plus significatif de sa présidence jusqu'à là. Je parle d'Obama parce que vous tenez sur votre site internet un blog, une partie de votre site qui s'appelle Obama à la carte. Pourquoi à la carte? Alors à la carte parce que tous les jours, il y a un sujet qu'on traite, à la fois sur son bilan, ce qu'il a pu accomplir, et aussi mettre dans le contexte des institutions gouvernementales américaines, parce qu'après 20 ans de vie en France, je me rends compte à combien nos institutions diffèrent. On a beau être des démocraties, c'est un mot qui est très large, mais après, quand on commence à regarder dans le détail des institutions, le fonctionnement des institutions, ça permet de mieux comprendre dans quel contexte ils œuvrent. D'accord. On est dans un contexte en France où on est en campagne électorale, aux États-Unis aussi. Oui. À la dernière élection, c'est Nicolas Sarkozy qui avait été élu et il disait à Obama qu'il espérait que lui aussi serait élu. C'est le cas maintenant, il est en fin de mandat. Quel est le bilan qu'on peut faire de la présidence d'Obama 4 ans après? Alors, c'est très positif. Bon, c'est vrai que j'ai un biais, quand même. Je suis militante de la partie. Donc mais vraiment, en toute objectivité, oui. Si on faisait une checklist de l'ensemble des promesses qu'il a tenues pendant les promesses qu'il a faites pendant la campagne. Et ce qu'il a pu tenir, c'était vraiment des choses très significatives, comme même la réforme du système de santé. Ce qui est terrible, par contre, c'est la mise à mal de cette personne dans un contexte, je dirais, racial aux États-Unis, qui malheureusement a ressurgi et qui lui empêche d'agir dans de bonnes conditions. Si on prend par exemple l'Obamacare, qui faisait partie des piliers des réformes qu'il a proposées, je crois qu'il en avait 3 à peu près. L'Obamacare, pour vous, c'est une réussite? Alors, Obamacare était une réussite partielle. Il le dit lui-même. Pourquoi? Parce qu'il y avait énormément de choses qui n'ont pas pu passer le Congrès. Et encore, à l'époque où c'était passé, il avait une majorité absolue dans les 2 chambres du Congrès. C'était absolument nécessaire pour que ça passe, parce que les républicains, on les appelle la partie de no, the party of no. Voilà, donc si vous voulez, on est dans une guerre presque idéologique aux États-Unis et c'est une lutte qui est terrible. Et vous le saviez peut-être, en fait, cette réforme a été, maintenant c'est débattu devant la Cour suprême. Et au mois de juin, il y a un risque que la Cour suprême dit qu'il y a une partie ou bien même la totalité de cette loi qui n'est pas constitutionnelle. Parce que même au sein du Parti démocrate, elle ne fait pas l'unanimité, la loi... Mais oui, parce que le problème, c'est que du côté démocrate, il y avait des démocrates qui disaient si on n'arrive pas à faire tout passer, il faut tout reprendre à zéro. Et le rôle du président, c'est de faire du consensus quand même et de rassembler. Donc, effectivement, il a laissé passer la loi avec un certain nombre de provisions qui n'étaient pas dedans dans un premier temps, mais bien évidemment, on peut les rajouter par la suite. D'accord. Maintenant, parlons du bilan militaire. C'est quand même l'un des rares présidents qui arrive et qui est directement prix Nobel de la paix. Oui. C'est quand même un poids lourd quand on est président des États-Unis, qui était considéré comme le gendarme du monde. Oui, et c'est vrai, c'était en 2009, et il a eu ce prix avec 2 guerres sur les bras. Je pense que j'imagine que c'était un petit peu inconfortable. C'est vrai qu'il a réussi à mettre fin à la guerre en Irak. Là où c'était quand même une promesse tenue, c'était aussi une promesse de son prédécesseur, c'était une promesse de George Bush aussi. Donc ça, c'était en décembre 2011. Et tout récemment, enfin hier ou avant-hier, c'était l'opportunité de parler des retraits des troupes d'Afghanistan. Mais on avait, à un moment donné, jusqu'à presque 300 000 hommes et femmes au Moyen-Orient. Donc c'est vrai que la vraie difficulté, c'est aussi un problème dans son agenda domestique. C'est-à-dire, il est décrié pour sa gestion de l'économie et des déficits, parce que c'était sa manière de gérer, de créer des déficits afin de soutenir l'économie. Donc, une chose qu'il fallait
quand même là où il faut faire des économies. Les gens ne sont plus trop d'accord avec ces guerres-là. Oui. Et puis la guerre aussi, c'est une économie. Hein, oui, tout à fait. Donc, grâce à mettre fin à ces guerres, ça fera des économies sur l'agenda domestique. Et sur Guantanamo, on avait espéré de lui qu'il ferma Guantanamo. Oui, et là, c'est une promesse qui ne sera pas tenable pour des raisons vraiment logistiques. Je pense qu'il y avait beaucoup de bonne volonté, mais vu les risques de lâcher un certain nombre de prisonniers, le plus important, c'est qu'ils ne sont plus torturés. Hein. C'était l'une des premières choses qu'il a fait. Il n'y a plus de waterboarding et les États-Unis ne torturent plus ces détenus. D'accord. Et maintenant, sur vos adversaires républicains, vous devez suivre leur primaire avec beaucoup d'intérêt. Avec beaucoup d'intérêt, oui. Parfois c'est drôle, parfois c'est quand même beaucoup moins drôle, parce que ce qui était hier à la droite est maintenant presque le centre, et ils vont de plus en plus dans de l'extrémisme. Donc c'est un peu désolant de voir de ce point de vue. On est quasiment sûr que son adversaire sera Mitt Romney. C'est un personnage qui, il faut qu'il trouve quand même sa place au sein d'une partie qui est malgré tout très éclatée. On dit qu'ils sont dans the wilderness, ils n'ont pas réussi à bien se regrouper après le... Mais est-ce que l'émergence du Tea Party, par exemple, a mis les démocrates en difficulté sur le plan idéologique, sur la manière d'approcher la présidentielle? Sur le plan idéologique, non. Ça a beaucoup plus qu'autre chose, ça a montré les failles et les faiblesses de cette pensée pas très profonde. Par contre, sur le plan pour légiférer, vous savez, quand on avait des élections mi-mandat en 2010, et le président Obama a perdu sa majorité absolue dans la Chambre, non pas au Sénat, mais aux Chambres, il y avait à peu près 80 des jeunes membres du député qui débarquaient, qui étaient élus pour la première fois, et ils étaient incontrôlables. Le responsable de la Chambre n'arrive pas à les gérer. Et le problème, c'est que pour le fonctionnement du gouvernement, quand même, c'est un vrai souci. Et maintenant, depuis à peu près un an, le président parle d'un congrès qui est dans un dysfonctionnement total. D'accord. Expliquez-nous un peu cette ambiguïté qui est difficile à comprendre pour un étranger. Généralement, le président des États-Unis est un homme très puissant sur la scène internationale, oui. Mais en interne, on a l'impression qu'il n'a pas la même envergure, le même poids politique qu'à l'extérieur. C'est très intéressant parce qu'on a beau avoir des mêmes institutions avec les mêmes titres. On est une démocratie, on a une constitution, voilà, on a des chambres, mais ça ne fonctionne pas pareil. Alors, la présidence, la branche judiciaire avec la Cour suprême et puis le Congrès, ils sont là pour... normalement, il y a une vraie séparation de pouvoir et c'est censé être des contre-pouvoirs. Très bien. Mais il y a quand même un abus du contre-pouvoir. Je vous donne un exemple. On a quand même un mécanisme qui s'appelle un filibuster. C'est une manière pour un député de absolument clôturer un débat, mettre fin à l'adoption d'une loi. Depuis 30 ans, ça a été utilisé une dizaine de fois. Les 3 ans d'Obama, ça a été utilisé une centaine de fois. Comment voulez-vous qu'il gouverne dans les bonnes conditions? Donc, c'est vrai que c'est les institutions, c'est la tradition des institutions, le poids des institutions. Et il ne veut pas non plus interférer avec le pouvoir des autres. D'accord. Donc, on ne peut pas avoir un président américain un peu comme Nicolas Sarkozy qui légifère sur tout, qui reçoit les pompiers, qui reçoit les élèves qui ont été agressés dans une cour de récréation. C'est pas possible pour vous? Peut-être, comment dire, un petit peu pour les médias. Media event, pourquoi pas, mais pour vraiment légiférer, c'est très difficile. Et c'est vrai, alors là aussi, les systèmes diffèrent, c'est qu'il est à la tête du gouvernement fédéral, mais chaque État a leur propre puissance. Mitt Romney était anciennement gouverneur de Massachusetts, un très grand État. Le gouverneur, c'est quand même un mini-président, c'est le président d'un État, il y en a une cinquantaine. Donc, vous voyez, il y a quand même plusieurs étages de contre-pouvoir avec lesquels il faut départager ce pouvoir. D'accord. Est-ce que sur le plan humanitaire, ce que l'on n'a pas réussi, on a vu les différentes catastrophes qu'il y avait eu et les désolations que cela a causées. Il y a eu beaucoup de mal à replacer les champs, à recaser et même à reconstruire les zones sinistrées. Pourtant, quand l'industrie à la fois bancaire et automobile se sont trouvées en difficulté, elles ont été très vite renflouées. Comment est-ce que vous expliquez cette disproportion dans la capacité à réagir? Je pense que c'est juste pas commenté dans les médias, mais dès que ça touche au sol américain, je peux vous rassurer que tout est déployé pour que les choses soient rétablies
Je prends par exemple l'exemple de la marée noire dans le golfe du Mexique, il y a maintenant 2 ans. D'ailleurs, les républicains, ils ont dit, c'est bon, ça sera la fin du présidence d'Obama. Bon, il a mis en place une enveloppe de 7 milliards de dollars, il fallait dédommager des milliers de personnes. Toute l'industrie de tourisme dans le golfe, c'était quand même la Nouvelle-Orléans jusqu'à Floride, c'est comme des États où, avec énormément de plages et tout. Et figurez-vous, on est 2 ans après, et il a pris ses vacances là avec sa famille, prendre une bain de mer. Enfin, je veux dire, tout le côté à la fois com était très réussi, le parti financier était très réussi. Et puis, il a quand même mis l'arrow sur le forage en haute mer jusqu'à ce que ça soit mieux ficelé pour que ça ne peut plus se reproduire. Sur le plan international, peut-être un peu moins, c'est-à-dire, il est toujours redevable au peuple américain. Et je me souviens, en 2008, je mettais un petit peu les gens en garde. J'ai dit, il n'est pas le président du monde, hein, il est juste le président des États-Unis. Donc, il va œuvrer toujours dans les intérêts que des Américains. D'accord. Donc, pour vous, aujourd'hui, les États-Unis, gendarmes du monde, avec Obama, c'est terminé. C'est du multilatéralisme, chacun joue son rôle, sans qu'il y ait de pression américaine pour le cours des événements, sur le cours des événements. Pas aussi ouvertement. Pas aussi ouvertement, mais c'était très important que ça soit démarqué de la politique de George Bush, qui était jugée quand même très nuisible, et qu'il faut être un peu plus civil, au moins un peu de civilité envers les autres États du monde. Alors maintenant, sur le plan purement stratégique, défense, je pense que quand même... mais bon, ils ne vont pas quand même le jouer, ils vont garder un certain niveau de diplomatie. Vous avez dû remarquer avec les Africains qui sont en France ou que vous avez côtoyés en France et ailleurs, qu'il y avait un énorme espoir concernant Obama, l'élection d'Obama. Mais là, vous cassez un peu cet espoir en disant que ce n'est que le président des États-Unis. Ben, c'est pas grave. Je trouve que ça demeure très important qu'il a des origines africaine directe. Ça, on ne peut pas l'effacer, c'est quand même énorme. Et c'est vrai que je me sens très proche de cette communauté, de cette diaspora ici à Paris. Et je pense que le vidéoblog rend à un très modeste niveau service, parce que c'est vrai que ça permet à des gens qui sont quand même curieux. C'est vrai que le fait que ce soit fils d'un Africain, ça ne peut pas laisser les Africains indifférents. C'est énorme. Mais on a l'impression qu'il est très indifférent à l'Afrique, Obama. Je pense que c'est parce qu'il n'y a pas d'enjeu réel pour les États-Unis en Afrique au moment qu'il était au pouvoir. Pourtant, il y a eu la guerre en Libye, il y a eu l'intervention en Côte d'Ivoire. On attend d'entendre la voix des États-Unis de façon différente, peut-être de façon, je ne dirais pas plus affective, mais de façon plus sensible. Oui, c'est vrai, mais très objectivement, oui. L'Afrique est très peu dans les agendas de tous les présidents, si vous voulez. Donc, il ne pouvait pas, sous prétexte que c'était ses origines personnelles, trouver un prétexte. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être encore, je dirais, vraiment quelque chose de très problématique, comme le Soudan, peut-être. Mais intervenir pour intervenir, je pense qu'il faut vraiment choisir. Merci beaucoup, Hélène Kounz. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous tenez un blog, helenekounz.com, sur lequel ils pourront trouver cette chronique Obama à la carte sur la vie et les activités de Barack Obama, président des États-Unis. Merci d'être venu. Merci pour votre invitation. Et merci à vous d'avoir suivi l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Artisan du jour. À bientôt.